Merci, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, d'être toujours des nôtres. Eh bien, il nous a rejoint sur ce plateau. D'ailleurs, il a vécu en direct le passage de la revue de presse. Analyste politique, il est Renaud Eboto. Bien le bonjour. Bonjour, merci de me faire l'amitié de m'inviter sur Info Télévision. C'est toujours un plaisir lorsque j'y suis. Vous êtes chez vous à la maison? Bien sûr, je voulais quand même souhaiter, saluer quelques amis gabonais, vu que nous allons rencontrer le Gabon dans quelques jours à la CAN. Alain Zué de Mezo, Eric Ulrich Badibuk, ce sont des communicants gabonais avec qui on a fait les études ici au Cameroun dans le domaine de la communication. Donc on va demander aux Gabonais d'être un peu gentils avec nous en cette entrée de compétition parce que bon, notre équipe n'est peut-être pas très affûtée. On a laissé quelques joueurs, mais il faudrait que les Gabonais, en tant qu'Africains, centro-africains... En tant que pays frères voisins. Voilà, vraiment. Moi, j'ai regardé à la CRTV au journal, je pense vendredi, où des journalistes gabonais disaient le contraire de ce que toi tu dis là. Ils disaient qu'il faut faire très attention avec le Cameroun quand il est dans le désordre. C'est quand le Cameroun est dans le désordre qu'il sort des choses inimaginables. Donc il est fort possible que nous ayons une très grande équipe pour cette CAN parce que c'est beaucoup plus l'harmonie du groupe, c'est beaucoup plus l'organisation interne, cette ambiance-là, c'est ça qui va faire gagner les Lions plutôt que ces stars qui viennent créer le désordre et s'aimer la zizanie. Bon, c'est tout le mal qu'on souhaite à notre équipe. Voilà. On souhaite la victoire, peu importe les bords. Il y a toujours une union sacrée autour des Lions. Donc vraiment, allez les Lions pour le match de mercredi. Oui, ce sera donc bien sûr mercredi à 21 h. Les Camerounais sont préparés pour cette rencontre. Et les Gabonais également sont préparés pour cette rencontre. Il faut dire que ce sera un match de choc d'entrée de jeu pour les Lions indomptables. Eh bien, mesdames, messieurs, bien que nous sommes de retour sur ce magnifique plateau, nous avons regardé, écouté ensemble les différentes une par une en kiosque. Joseph Patrick Bala qui nous a permis de faire un tour en kiosque. Pas mal d'actualités disponibles, mais quelques journaux ont retenu notre attention ce matin, notamment Info Matin de Dieudonné Mvang qui revient donc avec cette information et nous amène du côté d'Nkout. C'est un village situé dans le département du Djaï Lobo, c'est dans la région du Sud Cameroun. Et ce journal parle bien sûr de démarrage effectif dans 6 mois pour la restructuration du projet de fer d'Nkout. Il faut dire que c'est une information que nous recevons ce matin. Dans ce journal, on nous fait également savoir que ça va permettre de redonner la valeur à ces jeunes diplômés, donner une place de choix à ces jeunes diplômés dans ce magnifique projet. Vous comprenez que c'est bien sûr dans la mouvance du chef de l'État, Bernard Ouna. Cette mouvance, le chef de l'État, lors de son investiture, a parlé bien sûr de l'implication des jeunes et des femmes dans la gestion de la chose publique pour le développement harmonieux de notre pays. Et donc pas mal de projets qui aujourd'hui sont soit restructurés, qui soit voient le jour. On retrouve également une place assez importante pour les jeunes diplômés. Oui, je suis tout à fait d'accord. J'ai suivi le chef de l'État le 6 novembre lors de son discours de prestation de serment. Sauf que dans l'actualité immédiate, là, faisant allusion à l'élection des 10 présidents des conseils régionaux, je vois qu'il n'y a aucun jeune, aucune femme. Donc déjà là, ce n'est pas très bien, ça ne s'annonce pas très bien pour la suite des événements parce que lorsque le président parle des femmes et des jeunes le 6 novembre, je pense que le meilleur signal aurait été de voir le comité central du RDPC proposer au moins 1 ou 2 femmes sur 10 présidents de région. D'ailleurs que le comité central a eu l'idée de reconduire pratiquement les 10 présidents des conseils régionaux. Heureusement, au niveau du nord-ouest et du sud-ouest, là-bas, ça ne se passe pas comme chez nous, les francophones, et ils ont décidé de faire autrement. En dehors du sud, qui a fait la rébellion. Bon, le projet du fer d'Nkout dans le sud, c'est un peu comme le projet de fer de Mbalam. Oui. Parce que si, Vianney Biya, on vous demande aujourd'hui, où en sommes-nous avec le projet du fer de Mbalam? Est-ce que toi qui es journaliste, tu peux me donner une réponse qui rassure quelqu'un dans ce pays? Où en sommes-nous avec le projet de fer de Mbalam? Moi, je préfère m'arrêter là parce que tous ces projets-là, on les égrène comme ça à longueur de mois, des semaines, sur des chaînes de plateaux de télévision, etc., dans les colonnes des journaux. Les gens financent pour qu'on mette ça comme ça à l'opinion publique, mais à la fin, de façon concrète, on ne voit aucun résultat palpable, probant, qui impacte
au niveau du panier de la ménagère, au niveau de l'emploi par exemple, nous avons trop de diplômés qui sont en chômage. Oui. Imaginez que ces projets étaient véritablement implémentés et qu'ils pouvaient, je dis, recruter la plupart de ces jeunes diplômés. Ce serait une bonne affaire, une bonne chose pour la lutte contre le chômage. Mais je pense que c'est, le dire ici, ce n'est pas condamner les pouvoirs publics, mais interpeller ces pouvoirs publics à être davantage concrets, parce qu'il y a trop de communication sur des projets parfois qui s'avèrent des éléphants blancs, parce qu'au finish, on ne voit rien de concret qui apporte la plus-value à notre économie, qui apporte un changement dans le train quotidien des Camerounais, qui souffrent parce que, il faut l'avouer, les Camerounais souffrent en ce moment parce que la vie est chère, la vie est devenue de plus en plus chère. Et même quand vous voyez la veille de fête de fin d'année, ce n'est pas l'effervescence habituelle. On sent que ce n'est pas vraiment ça, l'argent, il n'y a pas d'argent. Je vous ai parlé de 122 millions qu'on devait mettre dans les enveloppes le week-end passé dans mon association. Pour que vous compreniez ce qui se passe, c'est qu'on nous a donné de très vieux billets, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'argent. Je suis allé au Trésor vendredi, parce que le RDPC, quand j'avais fait mon dossier pour la candidature des conseillers régionaux, on a le patriarche Mivuna dit qu'on ne pouvait pas prendre mon dossier, que je suis un militant assez particulier. Parce que si j'arrive là-bas, je risque de créer des problèmes. Qu'est-ce qui fait votre particularité? Parce que je dis les choses comme ça devrait l'être, comme je le dis comme ça. Alors, je suis donc allé à la trésorerie pour récupérer mes 50 000. Oui. Le TPG m'a dit qu'il n'y a pas l'argent. Je suis allé là-bas. Sont partis. Depuis le 9 décembre, je vais là-bas pour récupérer mes pauvres 50 000. Jusqu'ici, vous n'avez pas... que j'ai déposée. Non, on m'a demandé de faire la demande. Oui. J'ai fait la demande. On m'a demandé de faire la demande, j'ai fait la demande, mais le TPG a été, en fait, les collaborateurs du TPG ont été honnêtes en me disant que monsieur, il n'y a pas d'argent, n'allez pas le dire à la télé. Merci, mais vous l'avez déjà dit. Merci. Alors Michel Dikoumé, on parle bien sûr de ce projet, le projet du fer d'un coup, à côté des jeunes diplômés qui seront d'ailleurs recrutés dans ce projet, qui s'étend sur une période de 6 mois. On parle d'un démarrage effectif dans 6 mois, d'après le journal Info Matin qui est disponible en kiosque. Il faut dire qu'une autre information ressort bien sûr de cette rencontre tenue avec le ministre des Mines. On parle ici du financement total de la construction d'une école des mines, de géologie et de pétrochimie dans la région du Sud. Il faut dire que ce projet va non seulement permettre de donner de l'emploi aux jeunes, mais de construire une école d'envergure comme celle-là dans le Sud. Oui, tout à fait. Je crois même que monsieur Mvena allait au-delà. C'est un visionnaire un peu, parce qu'au-delà, n'est-ce pas, de tout ce qu'il nous dit, moi, je voudrais plutôt retenir le fait que nous sommes aujourd'hui au Cameroun dans une phase transitoire. Oui. Nous passons de l'artisanat vers l'industrialisation de notre pays. Exact. Et cela embraye même sur la thématique principale que vous nous amenez aujourd'hui en débat, à savoir le nouveau découpage administratif. Donc, vous voyez, avec la décentralisation qui vient d'avoir lieu et qui est déjà actée, je crois que ça permettra aujourd'hui au Cameroun de pouvoir palper honnêtement les fruits de la croissance à la mesure où nous n'aurons plus de zones grises, il n'y aura plus de zones de non-droit. Donc on se souvient, moi je n'ai jamais entendu parler de ce village-là. Donc c'est pour vous dire qu'on se souvient des zones les plus reculées aujourd'hui. Ce qui signifie que quelque part, nos jeunes diplômés, qui sont même par ailleurs déjà en chômage, on parle des cuvées sorties de Meganga, des cuvées sorties de Yagua, en plus d'une autre formation du côté d'Onkout. Je crois que cela viendrait enjoliver, n'est-ce pas, le paysage industriel du Cameroun. Donc, je ne voudrais pas être pessimiste, même si des femmes n'ont pas été présidentes de région. Il y a quand même eu des vice-présidentes, ce qu'on n'a pas vu par le passé. C'est vrai que c'est douloureux. On aurait bien voulu voir des femmes à la tête de ces... D'ailleurs, dans le Sud, Catherine Ba est la première vice-présidente. Oui, même en Gaoundéré, nous avons une dame qui est par ailleurs professeure titulaire des universités, Madame Nipawa, pour ne pas la citer. Donc, c'est pour vous dire que quelque part, il y a une certaine avancée. Bon, ne regardons pas que les régions, ne regardons pas que le gouvernement. Il y a plein de postes à pourvoir où on attend également de voir les femmes. Exact. Donc, je crois que notre DP sera satisfait de réaliser que à la tête même d'infrastructures comme le fer d'Onkout, quand on trouve les femmes là-bas qui soient directeurs de projet, directeurs d'exploitation et tout le reste. Donc moi je salue, n'est-ce pas, cette vision de M. Mven qui nous apporte une information capitale qui ne se limite pas qu'à cette structure d'extraction qui est déjà actée, mais aussi de ce que ça va pourvoir, n'est-ce pas, aux emplois, voire même au-delà de ça, au changement de qualité de vie des populations rurales, parce que là,
il ne suffira plus que d'extraire le fer. On aura maintenant toute une autre kyrielle d'entreprises sous-jacentes qui vont accompagner les stations de fer. Bien sûr. Il faut alimenter les populations, donc je pourrais aller vendre mon manioc là-bas. Il faudra, dépendamment de ça, soigner les populations. Il y a des stations sanitaires qui verront le jour. Donc il y aura toute une kyrielle d'entreprises sous-jacentes qui verront le jour. Ce sera une zone industrielle qui ne dit plus son nom. Alors, une zone industrielle qui ne dit plus son nom. Alain Douc, on parle bien sûr de toutes ces activités qui vont entourer ce grand projet, le projet d'exploitation du fer de Mbalam. On annonce bien sûr du fer de Kout. Vous savez que c'est Mbalam qui a fait bien sûr la une des journaux il y a pas mal de mois. Cette fois-ci, on parle du fer de Kout dans la région du Sud, dans le département du Djalobo, à quelques kilomètres de la ville de Sambalima. Donc, si vous partez d'Yaoundé, vous traversez le village de Kout avant d'arriver dans la ville de Sambalima. Et lorsqu'on regarde un peu le volet économique, il faut noter quand même ce matin que cela va permettre de booster l'économie de ce côté avec les multiples entreprises qui vont naître tout autour de ce projet. Moi, j'ai une toute autre analyse, un regard différent sur la situation. Parce que avec certains de nos projets, c'est juste des effets d'annonce. Vous voyez, l'aîné Bernard faisait bien de rappeler où on en est avec le projet de Mbalam. Oui. Il faut tenir compte de la situation économique plus générale du pays, sa macro-économie. Vous avez vu à quel rythme évolue l'endettement. Vous avez vu la part que ne fait que prendre les dépenses de fonctionnement dans la structuration du budget de l'État. Vous avez fait le point sur cette gabégie. Il y avait un titre qui en parlait tout à l'heure, des minéraux qui sont extraits, des minéraux, pardon, qui sont extraits. Ici, lorsqu'on fait notre comptabilité, on sait qu'on a vendu tel montant, telle quantité, mais de l'autre côté, on a beaucoup plus reçu. Les pertes, cette saignée, c'est incroyable. Bien, ça veut dire que sur le plan budgétaire, nous sommes sur le fil du rasoir. Sur le plan économique, c'est dur. Raison pour laquelle vous avez vu que même des prestataires au niveau du pays cumulent une dette. C'est-à-dire qu'ils ont des créances de l'ordre de plus de 4 000 milliards que l'État n'arrive pas à payer. Ça veut dire qu'on est asymptotiquement en train de tendre vers une espèce critique d'insolvabilité de l'État. C'est pas gai. Alors moi, c'est pour cela que j'ai un autre regard sur ces projets. Il n'est pas question de dire il y a un projet d'exploitation de fer, de tel. La structure financière du projet doit nous intéresser. Qui a mis l'argent? Parce que c'est l'homme qui a mis l'argent qui va beaucoup plus profiter du projet. Il faut ouvrir les yeux et commencer à comprendre les choses telles quelles. Si l'argent ne vient pas de nous, en fonds propres, il y a un problème. Ça veut dire que ceux qui vont tirer le plus de dividendes et de profit du projet, ce ne seront pas les Camerounais, ce ne sera pas l'État camerounais, ce seront ceux qui ont apporté leur financement. Il faut que vous le sachiez. Et la plupart du temps, dans la structuration du projet, vous allez voir que nous, on veut tirer parti de l'affaire au travers d'une certaine fiscalité. Mais c'est résiduel par rapport à ce qu'on peut gagner sur un tel projet. C'est ça le problème. Donc on se retrouve là à sortir d'un projet avec des miettes au niveau macroéconomique, sur quelque chose qui aurait pu nous profiter si c'est nous-mêmes, en tant que pays, en tant qu'État, qui s'assume financièrement, qui avions piloté totalement sur le plan financier le projet en question. Voilà le problème. Pour ce projet... Alors, il ne faut pas venir dire, on commence à faire des effets d'annonce, il y a un projet des... Non, c'est pas comme ça qu'il faut voir cette affaire. D'ailleurs, pour ce projet, Info Matin nous renseigne que c'est le consortium des sociétés internationales porté par Delta Resources Cameroun qui a donc pris l'engagement. Bien, vous voyez donc, si dans cette histoire, l'argent ne vient pas de nous, commencez à comprendre qui seront les plus grands profiteurs du projet. Et nous le savons, et Bernard aussi l'a relevé tout à l'heure, on connaît à quoi ressemble. Justement, quand il n'y a pas d'argent, vous n'allez pas recruter. Vous allez recruter comment? Vous allez même créer les écoles et les viabiliser comment? Ceux qui sont sortis des écoles de mines du Septentrion, la Marois et tout le reste là, vous en faites quoi? Ils sont en quartier. Moi, j'ai fait quelques recherches sur la situation de la Sonamine entre-temps. Est-ce qu'elle est reluisante? Elle est reluisante. Donc, vous voyez c'est totalement kafkaïen. Il ne suffit pas de faire le cumul de projet sur projet. Mener d'abord à bien
un certain nombre de projets dans lesquels vous vous êtes investi. C'est de ça qu'il s'agit. Votre regard sur ce lancement, le démarrage effectif dans 6 mois, tel qu'annoncé par le journal Info Matin, qui a donc pu recueillir cette information et qui était là lors de l'entretien, lors de cette audience tenue du côté du ministère des Mines. À côté, il faut noter bien sûr qu'à côté de l'emploi des jeunes, à côté de la création du financement de l'école des mines dans la région du Sud, Alain Douc fait bien d'évoquer ce matin que nous enregistrons quand même pas mal de pertes lorsqu'on s'interroge sur la question qui est celle de savoir qui finance le projet. Donc celui qui finance le projet est celui qui aura certainement la plus grande part des revenus. Moi je trouve que c'est une bonne nouvelle que d'avoir ce projet-là à coûte. Il ne faut pas aussi qu'on soit toujours des oiseaux de mauvaise augure, c'est-à-dire que à peine un projet il est mis sur pied et lancé, qu'on nous rappelle tous les projets qui n'ont pas marché au Cameroun. Moi, je voudrais dire qu'on voit bien qu'il y a une volonté du président de la République, son Excellence Paul Biya, de développer le secteur minier, l'extraction de nos ressources minières, pour pouvoir en faire des gains pour la jeunesse, pour le pays, etc. Mais l'on comprend très bien qu'il y a une main noire sur le Cameroun. J'en parle dans certains de mes romans. Vous savez que le Cameroun est une post-colonie. Ça, c'est connu. 70% de notre gouvernement, malheureusement, de près ou de loin, ont été formés à l'occidental. Donc, pourraient être des VRP même de structures ou alors des multinationales occidentales. Donc, vous comprenez que certains de nos projets mis sur pied par le président sont souvent torpillés. On a l'impression donc qu'on avance à pas voiler en mettant sur pied un projet de ce côté qui est torpillé, de l'autre qui est torpillé, mais des choses sont quand même mises en place et on a l'impression que du jour au lendemain, lorsque la main noire sera levée, on pourra y voir une ossature qui a pris corps. Donc, vous savez que chaque pays a sa manière de réclamer ou de devenir complètement indépendant. Vous avez vu que du côté de l'AES, ces pays ont dit, allez, dehors. Ils ont mis les pays occidentaux dehors de manière un peu brutale. Mais le style du Cameroun n'est peut-être pas le même. C'est-à-dire que le Cameroun a un style un peu particulier où on évolue peut-être à pas de sénateurs, on y va avec beaucoup de prudence, mais on a quand même le sentiment, pour ceux qui suivent de près, que les choses sont faites. Quand on nous parle de la dette du Cameroun n'est pas si insurmontable que ça. Il y a des pays plus endettés. La Côte d'Ivoire est plus endettée. Le Sénégal est plus endetté. On a découvert ça tout récemment là. Donc, une bonne partie du Sénégal a caché sa dette. C'est maintenant qu'on découvre. C'était même un scandale au Sénégal. Les gens sont descendus dans la rue pour ça. Donc, c'est pour dire que la situation économique du Cameroun n'est pas si critique que ça. D'ailleurs, on annonce même que le chef de l'État aurait libéralisé le secteur, même parce qu'on est toujours dans les ressources minières, aurait libéralisé le secteur donc du pétrole. Et donc désormais, les marketeurs camerounais ont la liberté de pouvoir faire importer le pétrole camerounais, et le PDG donc de Neptune Oil, qui est le président de ces marketeurs là, aurait décidé donc de passer des contrats donc avec la raffinerie de Dangote pour nous faire venir le pétrole directement du Nigeria, en attendant que la Sonara puisse commencer à raffiner son pétrole, ce qui risquerait justement de faire descendre un peu le prix du litre du pétrole. Donc il ne faut pas que les gens soient pessimistes. Nous sommes en fin d'année, et en fin d'année, on annonce des choses gaies. Il ne faut pas que les gens soient toujours tristes. Donc, c'est vraiment, il faudrait vraiment qu'on ne transmette pas de l'amertume à nos téléspectateurs en ce matin, en leur disant que non, ce pays, vraiment, c'est l'enfer, vraiment, il ne faut pas. Non, il y a de belles choses qui sont en train d'être faites. Il faudrait juste que le remaniement ministériel, parce qu'on va finir par en parler tout le temps, viennent donc nous débarrasser de certains responsables qui ne nous tirent que vers le bas, parce qu'il y en a qui nous tirent vers le bas. Je vous ai dit, même dans le gouvernement, notre gouvernement n'est pas homogène, il est hétérogène. Donc, il faudrait qu'on nous débarrasse de cela, qu'on nous mette des gens qui peuvent permettre au pays d'avancer et que la vision, donc, finalement, du chef de l'État soit suivie. Et je termine justement par cette affaire de
du Sud, hein, avec les élections régionales. Les élections régionales, pour moi, c'était un très beau signe de démocratie. C'est-à-dire que... Au sein du RDPC. Au sein même du RDPC. Parce que 80% de l'intelligence du Cameroun, qu'on le veuille ou pas, est dans le RDPC. Donc, c'est même de là que doivent partir les mouvements démocratiques au Cameroun. Donc, vous avez vu que au sein du RDPC, le pli fermé dont on parle est venu sans le nom du président sortant. Déjà, parce que la base a grogné. Donc, d'une manière ou d'une autre... Oui. Oui, le pli fermé est venu sans son nom parce que la base a grogné et la base a estimé qu'il ne voulait plus de ce président sortant. Et donc, le pli fermé vient avec un nom d'un monsieur de la vallée du Thème parce qu'il était question donc d'équilibrer en contentant aussi ceux de la vallée du Thème. Sauf que le conseil régional étant logé dans l'Anvila, les gens de l'Anvila ont estimé qu'ils en ont marre de ce Ndjaye Lobon. Mais j'étais là-bas, je ne parle pas de ce que je ne connais pas. Ils ont estimé qu'ils en ont marre du Ndjaye Lobon, ils veulent que ça reste dans l'Anvila et c'est ce qui s'est passé. Celui qui est là est donc de l'Anvila, vrai ou faux? J'avais Eric Ndo. Voilà. Alors merci, très rapidement. Il y a quelque chose que Renaud a dit sur laquelle je veux revenir. Vous savez, moi, je ne suis pas à l'église. Je ne suis pas à l'église ici pour vendre l'espoir. Ça, c'est... Bon, je veux croire que le slogan du parti qu'il essaie de défendre, c'était de vendre l'espérance. On a dit que c'était le septennat des espérances. Moi, je ne suis pas à l'église. Moi, je ne suis pas le défait. Oui. C'est-à-dire que quand ça ne va pas, vous décrivez les faits, vous dites voilà la situation. Et il faut être malhonnête intellectuellement pour ne pas reconnaître que sur le plan économique, actuellement, sur le plan financier, ça ne va pas. Donc si vous voulez vous en tenir simplement aux critères de convergence donnés par la CEMAC, tant qu'on est en deçà de 70% d'endettement par rapport au PIB, non, ça va. Alors que le Camerounais, chaque jour, est misérabilisé. Alors que vous, l'État, vous n'arrivez pas à respecter vos engagements vis-à-vis des opérateurs économiques camerounais. Vous êtes supposé les aider à se maturer pour dynamiser le système économique, puisque c'est eux qui portent le système économique. Il y a un problème. Vous n'allez pas venir me dire de vendre l'espoir pendant que moi je vois les faits et je ne peux pas en parler. Non, je parle des faits. Les faits, c'est que ça ne va pas. Nous avons la situation de la Sonara. La situation de la Sonara. On a imposé sur chaque litre des produits, des hydrocarbures, une taxe que nous payons. On a déjà cumulé depuis 2019. Personne ne nous fait le compte rendu de cet argent. Et comment, depuis 2019, on n'arrive pas à évoluer dans la résolution de ce projet-là? Il faut combien? On vous accorde quoi? Un centenaire, un siècle pour que le problème soit résolu? Renaud Boto voudrait tout simplement que l'on puisse également saluer les efforts qui sont déployés. Oui, ben, les faits sont là. Ils sont pas. Dire que ça ne va pas, ça ne veut pas dire que la situation est catastrophique. Merci. Alors, Michel, là, nous restons sur cette actualité, mais vous allez nous dire un mot sur les conseils régionaux. Sur les marchés internationaux. Oui. Je voudrais éclairer un peu l'opinion publique en leur disant que dans le cadre des relations internationales, ce qui dynamise les rapports, ce sont les grands marchés internationaux avec des investisseurs qui sont des firmes internationales et des actifs financiers qui nous viennent d'ailleurs. Donc, le Cameroun ne vit pas en autarcie. Nous sommes dans ce vaste engrenage de relations internationales. Il me souvient que lors du conflit commercial sino-américain, j'avais réalisé que la plupart des sociétés américaines que je voyais n'étaient que des filiales chinoises installées aux États-Unis. Voilà. C'est l'affaire Huawei en fait qui vient déclencher tout ça pour qu'on réalise qu'en fait, il y avait déjà la 5G et que les autres n'étaient pas pour que la Chine prenne les devants. Donc c'est pour vous dire que quand nous sommes dans un pays à revenu intermédiaire comme le Cameroun, si nous n'avons pas d'attrait pour pouvoir faire venir des investisseurs, nous sommes appelés à mourir. Et quand ces investisseurs arrivent, ils viennent avec quoi? Ils viennent avec des actifs financiers pour pouvoir extraire. Nous avons le droit du sol. Nous avons l'employabilité qui est une effectivité. Et nous avons également la fiscalité venant de ces entreprises qui pourraient quand même bourrer nos trésors publics, même si ce n'est pas à 100%, si c'est même à 50, 40%, 45%, c'est déjà quelque chose. Ça nous sert à quoi de garder nos minerais pour nous, sans technologie, sans exploitation? C'est pour faire quoi? Nous avons intérêt, n'est-ce pas, à nous vendre d'une certaine manière. Mais nous imposons une chose, c'est que lorsque ces choses arrivent, qu'on ne soit plus qu'un commerçant de matières premières, qu'on puisse extraire ici, produire, passer déjà à 2 phases de transformation afin que cela ne sorte du pays.
permettant ainsi qu'il y ait des emplois, qu'il y ait la création des emplois. Le problème, c'est qu'on ne dynamise pas et on ne donne pas une chance à suffisance au marché financier local. Il faut bien remarquer ça. Nos spécialistes de valeur du Trésor, est-ce qu'on leur accorde assez d'opportunités en ce sens de s'impliquer eux-mêmes dans le financement de l'économie? Vous allez voir que la plupart du temps, c'est là où naît la querelle. On a l'impression qu'on a affaire à des cinquièmes colonnes ici qui passent le temps à vouloir extravertir tout ce qui se passe dans l'économie au travers des importations. C'est la corruption. Lorsqu'on voit l'or sortir de manière illégale, l'équipe font sortir de l'or. Ce ne sont que des Camerounais qui se livrent à ça. Alors si on stoppe, l'équipe gouverne. Et souvent on a vu des financements étrangers arriver ici. Là, après, on s'est rendu compte qu'au final, c'était même des Camerounais qui avaient pris des prêts. Non, il faut souvent faire attention. On ne sait même pas, peut-être ce sont des Camerounais qui sont en train de venir avec ce type de financement-là. Merci. Ne restons pas longtemps sur ce sujet. Merci. Alors, j'ai voulu qu'on revienne sur l'élection des présidents des conseils régionaux, des 10 régions. Nous avons vu l'actualité qui a fait bouger les lignes. Nous avons bien sûr vu que dans certaines régions, telles que la région de l'Est, la région du Sud, il y a eu ces mouvements qu'on a observés. Le mot du comité central n'a pas été accepté dans ces deux régions-là. Les électeurs ont demandé à passer aux urnes pour élire eux-mêmes leur président. Qu'est-ce qui s'est réellement passé du côté du Rassemblement démocratique camerounais? Je vous interpelle parce que vous êtes d'ailleurs, vous faites partie des communicants du RDPC et vous faites bien d'être avec nous ce matin. Non, déjà, parlant de démocratie, je veux vous dire que cela date de 88. Oui. Lorsque nous avons des primaires dans la Mézam, oui. Et à cette époque-là, nous avions eu 2 challengers, Feu John Fundi et le Feu Achidi Achou. Donc les deux qui étaient cousins faisaient partie de la même section, il fallait challenger. Tout est parti à cette époque lorsque le chef de l'État lui-même avait implémenté la démocratie en interne et nous disait de nous préparer à la concurrence. C'était d'abord à l'interne même du RDPC. C'est pourquoi tantôt je vous disais que la démocratie à l'intérieur du RDPC est reconnue. À la seule différence qui peut arriver que pour une raison ou une autre, la hiérarchie procède par investiture. Pourquoi? Nous avons aujourd'hui la notion de développement local. Souvent, on peut trouver un homme ressource qui représente mieux les populations, indépendamment de ce que les populations attendent. Parce que souvent, elles se contentent du pain, elles se contentent de la sardine. Mais on cherche quelqu'un qui pourra, n'est-ce pas, apporter un développement plus efficient, histoire de toucher même les personnalités, les populations les plus reculées. Mais souvent, les militants ont leur désirata qui vont à l'encontre de ce qu'on attend. Bon, dans le cas du Sud, c'était pas ça exactement. Dans le Sud, en fait, c'était une répartition en fait politique. Quand vous regardez, nous avons 2 ministres, comme il vous l'a dit, qui sont originaires de l'Anvila. Alors, il fallait trouver quelqu'un venant, n'est-ce pas, de la vallée du Thème pour équilibrer. Mais à la seule différence que l'Anvila n'a plus accepté de ça. Le Djé-Lobo non plus. On a voulu qu'à la tête de la région, il y ait soit quelqu'un du Djé-Lobo, soit quelqu'un, parce que c'est l'Anvila en fait qui sortait, la vallée d'une thème, qui était présidente sortante. Donc c'est pour vous dire que là-bas, on a refusé l'investiture, on a procédé au vote. Vous avez vu que le président national lui-même, lorsqu'il y a eu des troubles, à un moment donné, il fallait appeler les procédures. L'ordre est venu du président national d'arrêter et de reprendre le lendemain à 10 h. C'est ce qui a été fait. Les conseillers ont plébiscité le vote et tout le monde est passé au vote. C'est pour dire que c'est une expression, la base, qui est reconnue par la hiérarchie du comité central. Ce n'est pas un tort, c'est ça aussi l'expression démocratique. Donc ça s'est vu ailleurs, même à Bertois. Ça a été ça, les gens ont voulu reconduire leur bureau. On a permis qu'ils reconduisent le bureau. Donc c'est pour vous dire que généralement, les décisions viennent de la base par des consultations. Mais souvent, il peut arriver que les consultations ne soient pas du goût de la hiérarchie. On vous envoie par pli fermé le nom de quelqu'un d'autre. Simplement, quand la personne ne fait donc pas consensus, ne fait pas chorus, on estime qu'elle ne représente pas bien les populations sont libres d'estimer qu'elles ne se reconnaissent pas à travers celui qu'on a envoyé. Et bien sûr, du côté de la région du Sud, celui qu'on a envoyé, c'était quand en fait, ce n'était pas du désordre, c'était une expression démocratique qui a eu lieu dans le Sud ainsi qu'à l'Est. Bernard Ouna, vous avez parlé de dictature du comité central, votre journal, la vitrine. Je crois que je ne vais pas mettre Madame Dikoumé mal à l'aise. Je voudrais qu'elle sache que personnellement, j'ai occupé toutes les fonctions à la base au sein du RDPC, de président de cellule, à vice-président de section, président de sous-section, président de comité de base, à Yaoundé. Quand j'insiste à Yaoundé, c'était avec Basile Lema, c'est pas
dans les zones rurales très éloignées. Je dis à Yaoundé. Alors, je voudrais dire qu'au sein du RDPC, effectivement, en 88, le président a ouvert, a donné la chance aux militants de base de pouvoir s'affirmer à travers le vote. Mais il faut qu'on se le dise, Vianney Billard, oui. Il faut qu'on se le dise, le RDPC ne connaît rien de la démocratie. Le RDPC est un parti fermé à la démocratie. Le président national a dit lors d'un congrès qu'il faut que le RDPC s'arrime à la modernité. La modernité ici, il faisait allusion à la démocratie. Madame Dikoumé, on n'a jamais consulté quelqu'un à la base au sein du RDPC. On n'a jamais consulté. Les hommes d'appareil de ce parti ont pris le parti en otage. Ils en ont même fait un comptoir colonial où tout s'achète et tout se vend. Tout le monde le sait. Le secrétaire général actuel a des conseillers que je ne peux pas désigner ici. Tout le monde les connaît. C'est eux qui font et défont. C'est les faiseurs de rois. Voilà comment ça se passe, comme par exemple les élections des présidents des conseils régionaux. On ne vous demande rien. Jacques Famundongo, le ministre d'État, il est le patron politique du Sud. C'est lui qui décide de qui il propose. Il le dit au secrétaire général du comité central, M. Jean Côté. Ils font un pli fermé. Ça dépend de lui. Il décide que c'est Bikoro Allo qui sera président du conseil régional du Sud. Il ne demande pas ça à un président de section, même pas au président sortant. Il ne lui demande rien. Il fait donc ce pli fermé. On remet au mandataire du RDPC qui s'appelle Andor Senle, qui était le mandataire du RDPC pour cette élection dans le Sud. Quand il arrive au Sud, il va vers le gouverneur de la région. Il s'accorde comment est-ce qu'ils doivent amener les conseillers à accepter, à avaler ce diktat des hommes du comité central. Voilà comment ça s'est passé. Entre-temps, les gens vous disent que c'est le président national qui a... Puisque pour le cas du Sud, le président national est intervenu. Le président national est intervenu à travers son petit frère Pierre Meba, qui est le père de Cathy Meba. Parce que comme les gens voulaient dire dans la salle, à l'hôtel Bengo, que à Monti, le DCC2 va te passer le DCC là pour le président, dit que, les conseillers ont dit, il n'y a pas de coup de fil là. On passe au vote. Et les conseillers régionaux du Sud, à qui je dis bravo et félicitations ce matin, ont prouvé que quand la base voudra, elle va prendre les choses en main. Il faut que ça change au sein du RDPC. Le parti n'appartient pas aux membres du bureau politique. Le parti n'appartient pas aux membres du comité central. Le parti appartient à la base militante qui est sous le soleil et sous la pluie, qui fait le vote. Et c'est pour ça que je vous dis que même le 12 octobre, beaucoup de militants du RDPC, dépassés par les événements, abusés, frustrés, ont décidé de sanctionner le président national du RDPC. C'est pour ça que vous avez eu le résultat que vous avez eu. Donc, nous, on croyait que la hiérarchie de ce parti a pris acte des messages issus des urnes le 12 octobre. Malheureusement, l'élection des conseils régionaux nous démontre que personne n'a pris en compte les messages issus des urnes le 12 octobre. Et il faut que le président national prenne ses responsabilités, parce que si les gens vont continuer à jouer avec le parti comme ça, quelque chose de plus grave va arriver lors des élections de 2026 municipales législatives attendues. Ça sera plus compliqué si le RDPC ne prend pas conscience de ce qu'il y a lieu de faire. Merci. Alors Renaud Eboto, on parle bien sûr de cette situation au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Tout à l'heure, vous avez évoqué le terme démocratie. Est-ce qu'on peut vraiment parler de démocratie au sein de ce parti? Lorsqu'on voit les événements. Non, il y a la démocratie. Pourquoi est-ce que les Camerounais sont comme ça? Moi, je voudrais plutôt féliciter les populations de la région du Sud. Pourquoi? Parce que souvent, il y a une certaine opinion qui laisse penser que le Sud est une région soumise. Ça veut dire que, comme là-bas, ils votent à 100% le chef de l'État, ça veut dire que ce sont des bénis oui-oui. J'espère qu'ils ont bien vu que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que le Sud est même une des régions au Cameroun, si vous vous souvenez de l'histoire, parce que beaucoup ont parlé d'histoire ici, en Foulassi, on se rappelle que c'est de là que part, on écrit l'hymne national du Cameroun. Oui, à Foulassi. Foulassi, pas loin de Sambélima, il me semble. Donc, une partie de l'intelligence du Cameroun a commencé dans le Sud. Avec les Samuel Minkion Bamba, avec les Jamafam, etc. Il faut qu'on s'en souvienne. On a eu de grands hommes et de grands intellectuels
venant de la région du Sud. Et c'est toujours le cas. Pour prendre le cas du Ndjaye Lobo, par exemple, dans le Sud, le Ndjaye Lobo, les populations Ndjaye Lobo sont réputées pour être têtues. Dans le Ndjaye Lobo, on ne s'amuse pas n'importe comment. Vous ne pouvez pas venir faire n'importe quoi, comme ça se passe peut-être dans la ville là, vous voyez à Ibolova, c'est une ville un peu plus cosmopolite, mais Samelima, les choses ne se passent pas là-bas comme vous pensez. Hein. Si vous allez vous amuser à Samelima, vous allez voir ce qui va se passer. Donc pour nous qui connaissons un peu le Sud, nous savons que le Sud n'est pas une région aussi soumise que ça. Maintenant, quand j'ai fini de dire ça, il faut comprendre qu'il y a quand même beaucoup de rivalités dans le Sud. Vous savez que la capitale régionale du Sud, c'est Ibolova, mais Samelima a eu l'université, Samelima a eu l'hôpital de référence, et donc, à Ibolova, on a estimé que toutes ces infrastructures auraient dû normalement se retrouver dans la capitale régionale. Donc, l'élection du président du conseil régional a été la résultante de toutes ces petites rivalités-là. On se souvient même qu'à l'époque, dans le Sud, la Bible avait été traduite en langue boulou. Oui. Donc, que ce soit l'Ntoumou, que ce soit ceux de l'Océan, etc., tu es obligé de lire la Bible en langue boulou. Donc, il y a des petites rivalités dans le Sud qui font en sorte, qui se sont manifestées justement pendant ces élections du président du conseil régional et qui ont, qui nous ont permis donc d'assister à ce bon moment de démocratie parce que c'est la base qui a rejeté le pli fermé et la base a décidé qu'il y ait élection et le sommet du parti a validé donc les désidérata de la base. C'est la démocratie. Que ça plaise ou pas, c'est de la démocratie. Et je dois dire quand même que pour terminer, je serais un peu d'accord avec mon excellent grand frère. C'est que le RDPC, pour y avoir séjourné, vous voyez en 2015, quand je faisais des études de sociologie politique à l'université, on parlait donc du jeu politique et tout ça. Et en 2015, il y avait donc le RDPC qui avait ce renouvellement des organes de base. Oui. Donc, vous savez que pour choisir un parti, il fallait se baser sur certains critères. Le RDPC correspondait à tous les critères. Donc, nous y sommes allés pour faire des études. Je vais vous surprendre en vous disant que le RDPC n'est peut-être pas ce que les gens pensent. Quand on parle de RDPC, les gens voient les membres du gouvernement, les DG. Le RDPC, c'est la vieille maman qui vend les beignets au marché qui est du RDPC. Vous pensez vraiment? Mais je vous dis, et ça c'est ce que je suis en train de penser. Le RDPC, c'est sa base. Le RDPC a des militants qui sont démunis. Moi, j'ai vu des militants du RDPC bagarrer lors d'un meeting pour les sachets d'eau de 50. Le RDPC, ce n'est pas que les membres du gouvernement, etc. Parce qu'on a un RDPC à 2 vitesses. Donc, il y a une base militante dont le sommet politique s'élève à plus de 3 500 000 personnes. Hein. Il faut pas croire. Hein. Donc, le problème justement du RDPC, c'est que la base a l'impression de ne pas être entendue par le sommet du parti. La base se voit toujours imposer des gens qu'elle ne reconnaît pas. À Douala, on se souvient que pour l'élection du super-maire, il y a eu du grabuge. Parce que M. Lengue Malapa ne voulait pas l'entendre de cette oreille-là. Et donc, du coup, voilà, il faudrait que justement pour les législatives... Même à Yaoundé, le super-maire est venu dans un pli fermé. Voilà. Vous venez écouter Bouton. Non, c'est terminé. Donc, il faudrait justement que... Mais quand on t'écoute ici tous les jours, pour une fois que je suis quand même là... il faudrait justement que pour les législatives et les municipales, que le RDPC passe aux primaires. Les primaires permettraient à ce que l'expression du peuple soit... En fait, que la base militante puisse exprimer sa voix et ça permettra donc l'expression de la démocratie de manière plus pleine. Alors Alain Douk, est-ce qu'on va dire ici que ce que nous avons vécu dans le Sud et même dans la région de l'Ouest, c'était véritablement la voix de la base militante qui a été finalement entendue de ce côté? Oui, mais au forcing, je veux dire au forceps, parce que en démocratie, on ne doit pas forcer. C'est-à-dire que vous avez un droit à la liberté d'expression, à l'expression de votre suffrage, de votre opinion qui doit être entendue, ça doit être encadré. Vous n'arrachez pas les choses au forceps. Si on prend les choses au forceps, il y a un problème. Et non, il y a quand même oxymore. Pour un parti qui dit, son sigle dit, Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il y a démocratique. Bien. Puis par la suite, vous entendez un truc du genre,
la discipline du parti ne se discute pas. Vous comprenez qu'il y a un relent totalitaire quand même dans la conception de la discipline en question. C'est le bon sens. C'est le bon sens. Il faut qu'on soit sérieux. Ne venons pas défendre les gens pour défendre. Parce que ces gens, à la base, ont dû arracher. Oui, c'est ça qu'il s'agit. Non, c'est pas la démocratie. Non, la démocratie en Canada. J'aime ma voix, tu la respectes. Tu ne viens pas me dire, pourquoi tu veux exprimer ta voix. Machin, non, c'est que c'est plus la démocratie. Il y a un relent de révolution qui s'est opéré. Ils ont dit, on va prendre ça de force. Et moi, je suis de ceux qui pensent que la démocratie, elle est directe. Ces choses où on va enrégimenter, domestiquer toujours la volonté populaire là, par les représentants, par ceci, par cela, nous y reviendrons tout à l'heure. Vous verrez que même pour le sujet principal, ailleurs, on peut même consulter les gens dessus de façon référendaire, mais ici, ça passe là, genre là, un ministre vous dit qu'il donne les instructions à ses collaborateurs, faites ci, ça. Moi, je n'aime pas ce genre de démocratie là. S'ils avaient arraché, si ça avait été du dictat, hein. on aurait bien pu. Ça dit que leur imposer un président de région, on aurait simplement retenu qu'il y a eu du grabuge dans le sud et que le président qui est là un président. Et vous feriez comment pour leur imposer puisque c'est eux qui votent? Ça ne pouvait pas passer, madame. C'est eux qui votent. Vous faites comment pour passer? C'est donc justement vous dire que c'est la voie de la démocratie. Non, ils ont dit non. Ils ont arraché. Ils ont dit non, c'est arraché. On ne leur a pas donné ça. Ils ont arraché. Les autres se sont laissés faire. Ils ont dit non. Nous félicitons d'ailleurs, nous félicitons Cathy Meba. Parce que c'est Cathy Meba qui portait ce projet-là. Merci, chers panélistes. Alors, nous prenons rapidement ces quelques réactions. Hein. Bonjour, moi je suis Stevie Zongo depuis Biwombulu au sud. Je salue d'abord tout le panel et le thème très stratégique de ce matin concernant le futur découpage administratif qui devrait tenir compte du département de la Villa. Selon mon point de vue, il faudrait qu'on crée un nouveau département. Alors, il revient en disant, une fois de plus, bonjour. Ce qui s'est passé lors des élections régionales, c'est le pouvoir du peuple et la volonté du peuple que les dictateurs du pli fermé sachent que lors des prochaines municipales et législatives, les choses ne se passeront plus comme avant. Fini la dictature. Merci. C'est Stevie Zongo qui nous écrit ce matin depuis Biwombulu, c'est dans la région du sud Cameroun. Une autre réaction ce matin. Bonjour à tout le panel. À l'heure actuelle, l'on ne peut pas faire une comparaison entre l'économie de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Le Cameroun, c'est le Cameroun. À celle du Cameroun, c'est le jour et la nuit. Voilà. Savez-vous qu'il y a des projets abandonnés complètement dans la région de la Damawa, tels que le barrage hydroélectrique de Bini à Warak, oui. La construction de la route Ngaoundéré-Faro, 70 km, lancée depuis 2019. Mini Martap avance à pas de tortue et bien d'autres. C'est le ça, pas du tout. C'est Bello Ibrahim de Galim Tinière qui nous écrit ce matin. A fait une comparaison de ce genre. Bonjour Vianney, l'homonyme de mon fils Vianney Durand. Voilà. Oui, parlant de l'exploitation du fer au Cameroun, les élites du Sud veulent récupérer un Mbalam. Un Mbalam appartient à Angoïla, oui, dans le département du Oignon. Que les élites du Sud fassent attention. C'est Alexis Ambeha depuis Douala qui nous écrit ce matin. Il me semble qu'il menace les élites du Sud. Hein. Il demande aux élites de faire attention. Eh bien, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, on se retrouve juste après. Le temps pour nous de faire un clin d'œil à nos partenaires.